Bonsoir à tous. Merci Nathalie d'avoir accepté notre invitation. Ouais, comme ça on peut marche et vous me dites si ça fonctionne bien. Donc effectivement, je vais rapidement introduire le livre qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle Python, d'un célèbre langage informatique. Donc ça nous paraissait très intéressant de discuter avec le CNUM et au sein de Renaissance numérique de cet ouvrage. Peut-être simplement quelques éléments de contextualisation. Nathalie Azoulay est écrivaine, évidemment, sinon on n'aurait pas écrit un livre. Mais avant cela, vous avez aussi été enseignante, vous avez travaillé dans le monde de l'édition. Vous avez, si j'ai pas tout loupé, vous avez commencé plutôt par des œuvres autobiographiques, en tout cas avec un fort des questions autour de ça, notamment autour du statut des mères, dans mon souvenir. Et ce qui est très intéressant dans les ouvrages de Nathalie Azoulay, c'est que souvent c'est à la fois, donc il y a évidemment une part autobiographique, d'autofiction, enfin c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez beaucoup et vous-même un petit peu théorisez. Et en même temps, dans ces œuvres, il y a toujours ce que moi j'appellerais des résonances où vous cherchez toujours à établir un lien avec une autre œuvre, avec un film, ou avec aussi des expériences vécues. Alors, pour ceux qui y sont intéressés, qui s'intéressent aux lettres classiques, il y a eu un ouvrage qui a été, je crois qu'il y a eu le prix Femina, si je ne dis pas de bêtises, Médicis, pardon, en 2015, qui s'appelait Titus n'aimait pas Bérénice, je préfère le dire parce que comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me planter. Mais il y a eu aussi un livre que j'ai trouvé très intéressant, mais c'est pour le côté plus cinéphile, qui s'appelle Clic-Clac, notamment avec, pour ceux qui adorent le cinéma, où il y a toute une réflexion autour d'un célèbre film de Sidney Pollack. Donc il y a toujours à chaque fois une question sur comment des livres, des auteurs, des expériences, des histoires façonnent nos vies, façonnent nos parcours, nos manières de voir nos personnalités, de voir la vie. Et donc, Python n'échappe pas à ça, puisque derrière cette écriture-là, il y a aussi un domaine dans lequel il y a beaucoup d'implications. On le voit bien, on le sait tous aujourd'hui, le numérique, le codage et le travail des développeurs et des codeurs a des implications sur l'ensemble de nos vies. C'est un petit peu ce jeu de va-et-vient, en tout cas une des questions qui est posée qui est posée dans le livre sur toutes les implications autour du code et de Python. Alors, moi, la manière dont j'ai compris le livre, en tout cas comment je l'ai lu, on dirait qu'il y a finalement une sorte de prétexte au départ, qui est une sorte de roman d'apprentissage euh, d'une quinquagénaire sur quel est donc ce nouveau monde que je ne connais pas et qui va jouer sur la forme. Alors, je l'ai pris comme ça, peut-être vous me direz, vous serez plus ou moins d'accord, je ne sais pas. Je l'ai pris comme une sorte de journal, un journal d'enquête, un journal de terrain, de recherche, où au fur et à mesure, on va un petit peu découvrir différents personnages, différents moments, différentes rencontres. Et donc, évidemment, qui dit journal dit aussi la possibilité de jouer avec l'idée du journal intime. Donc, on va à chaque fois retrouver ça dans le livre, ce qui nous permet de rencontrer toute une série de personnages. Donc on a toute une série de rencontres et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, la plupart des chapitres sont à chaque fois des chapitres liés à des rencontres, liés à des personnes que vous avez rencontrées et qui vont avoir des rapports très différents à la question de coder et à la pratique du codage, avec des gens qui sont complètement dans le flow, très concentrés, d'autres au contraire qui sont capables de réflexivité, de revenir en arrière sur l'histoire de l'informatique ou de la profession. Donc le journal, ça nous permet de rencontrer pas mal de personnes et c'est cette série de rencontres. Ça nous permet aussi de réfléchir sur l'esprit du temps, puisqu'il y a ce côté un petit peu journal sur le moment. Donc, c'est quoi la place du codeur? Beaucoup aussi de réflexion sur la perte de l'attention, la dispersion dont on est tous un petit peu les victimes, mais aussi les relations amoureuses, les questions générationnelles et aussi les questions de genre, des rapports femmes-hommes, puisque l'entrée dans ce monde de l'informatique et des codeurs, c'est évidemment, il y a un tropisme et une présence masculine extrêmement importante. Donc, c'est aussi une réflexion autour de ça. Et puis, comme on a ce côté un petit peu journal intime, il y a aussi toute une réflexivité où la narratrice s'interroge elle-même sur sa propre vie, sa propre place, sa mémoire, et puisque au fond, derrière cette trame-là, on sent qu'il y a un autre code source qu'on comprend un petit peu dans le dernier tiers du livre,
où il y a des choses qui se révèlent sur le code source de l'écrivaine. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Et aussi qui est très intéressant puisqu'on voit ce personnage décrire notre propre perméabilité au monde, sur, comme je le disais tout à l'heure, la dispersion, mais on a aussi tout un rapport aux séries, puisque un des personnages, enfin en tout cas un des outils centraux de la narratrice est un tableau sur lequel elle va comme ça recréer tout ce monde comme on le verrait dans une série ou comme on le voit dans la plupart des séries policières où on a toujours ces tableaux avec ces personnages et ces liaisons. Voilà un petit peu pour l'intro du livre. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'était qu'est-ce qui vous a intéressé en fait? Qu'est-ce que vous avez appris dans cette recherche? Puisqu'il y a ce côté un petit peu journal de recherche, en tout cas, c'est comme ça que je le comprenais. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde-là? Et dans cette recherche, qu'est-ce que vous avez peut-être appris? Et qu'est-ce qui vous a aussi guidé pour développer ce roman? Parce que d'ailleurs, au tout début, vous dites bien que ce livre, cette œuvre a été développée. Vous reprenez le terme de développement comme on l'a aussi dans l'informatique. Donc, on se posait aussi la question de savoir comment, un peu quelles règles vous vous étiez données pour écrire ce livre-là. Merci et bonjour à tous. Vous avez dit beaucoup de choses et beaucoup de choses très, très justes et très intéressantes. Pour ce qui est de la dernière, la question que vous me posez, en fait, je voudrais revenir 2 minutes sur le terme de journal intime parce que je ne l'assume pas complètement. Dans la mesure où j'ai écrit ce livre comme une enquête avec une part d'intimité, mais plus comme une enquête quand même que comme un journal qui est le lieu où on fait état de de ses états d'âme, de ses humeurs, de ses sentiments, etc. Et donc, moi, j'ai pris ça, enfin, j'ai mené cette action de ce livre à la fois comme une enquête intellectuelle, c'est-à-dire pour découvrir ce que c'était que ce monde qui m'était complètement inconnu, étranger et mystérieux. Et évidemment, comme vous le disiez, pour avoir accès à un code source plus intime qui me regardait moi personnellement. Donc, il y a ces deux niveaux-là, mais au départ, il y a un mouvement de connaissance, en fait, de connaissance du monde, qui fait suite au roman que j'ai écrit précédemment, qui s'appelait La fille parfaite, où j'avais organisé une amitié entre deux filles qui se connaissaient depuis l'adolescence et qui avaient choisi l'une le domaine de la littérature et l'autre le domaine des mathématiques. Et en fait, c'était un roman d'apprentissage aussi, mais à deux têtes, avec ce désir mutuel de connaissance qui choisissaient des terrains différents, des terrains a priori opposés, mais qui avaient envie d'établir des passerelles entre les deux mondes. Et de même, là, je suis allée vers une aventure de connaissance où là, j'ai choisi, je dirais, l'altérité ultime, c'est-à-dire le jeune homme qui code. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas du tout un jeune homme, je suis le contraire d'un jeune homme. Et le code est un langage qui m'est tout à fait étranger. Et donc, il y avait cette espèce d'attirance pour l'inconnu, en fait, le très inconnu, le plus inconnu qui soit. Et évidemment, au départ, comme souvent dans mes livres, et comme souvent dans les livres de tout le monde d'ailleurs, il y a une espèce de scène, de silhouette qui déclenche les choses, de situation qui est dans l'espace et qui est ici la silhouette d'un garçon qui code. C'est-à-dire, on la connaît tous, cette silhouette, hein, un garçon un peu renfrogné, pas du tout, pas complètement concentré, replié, devant son ordinateur, assis dans un coin, avec ou sans capuche, mais qui est là en train de regarder de manière magnétique et complètement exclusive son écran, avec sur cet écran, non pas ce que nous, on a l'habitude de taper, mais un écran noir avec des signes multicolores qui sont des lignes de code. Et donc, un jour, je vois ça, et à partir de là, mon imaginaire se met en route. Et ce livre, et c'est pour ça que je reviens aussi sur le terme de journal intime, c'est vraiment un roman, c'est-à-dire que la plupart des personnages que j'ai créés, je ne les ai pas rencontrés. Donc je les ai inventés. Il y en a quelques-uns de la réalité qui m'ont inspiré des transformations romanesques, mais la plupart, je les ai vraiment sortis de ma tête. Donc c'est pour ça que je dis que l'imaginaire est tellement premier qu'on ne peut plus tellement parler de journal intime. Et donc à partir de là, j'ai organisé ce livre comme une série de rencontres, donc vraiment comme un roman d'apprentissage, parce que quelqu'un un jour m'a dit, cette chose toute bête, moi je lui ai dit, je voudrais comprendre comment ça marche le code, comment on écrit une ligne de code et une ligne de Python en particulier. Et cette personne m'a dit,
Mais avant de te lancer là-dedans, il faut d'abord que tu comprennes comment ça marche l'informatique depuis qu'elle a été créée, et donc que tu reviennes un peu sur les bases. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'aille dans l'ordre et que je respecte une méthode d'approche. Et c'est pour ça que ce livre s'organise comme ça, en fait. Ça, c'est vraiment le reflet de la réalité. Pour le coup, je suis allée comme ça de chapitre en chapitre, même si les personnages sont inventés, j'ai quand même à chaque fois voulu aller un peu plus avant dans le sujet et m'intéresser à un phénomène en particulier. Et donc, c'est pour ça que je l'ai chapitré de cette façon. Mais comme vous le disiez aussi de manière très juste, comme l'imaginaire est quand même premier, j'ai tout de suite choisi le nom de Python parce qu'on m'a dit que c'était un langage à la mode, un langage euh, du moment, qu'il était pratique pour tout un tas de raisons. Mais évidemment, j'aurais pu choisir JavaScript, par exemple, mais il ne m'inspirait pas du tout ce nom. Et donc, le mot de Python a été pour moi aussi une manière de brancher mon imaginaire tout de suite sur des représentations mythologiques, sur des représentations cinématographiques et sur tout ce qui échappe à l'informatique, à savoir un imaginaire débridé, complètement illogique, irrationnel, émotionnel, enfin voilà, qui me constitue. Et donc, c'est pour ça que j'ai constitué ce tableau policier. C'est parce que je me suis dit, bon, je veux comprendre comment ça marche une ligne de code, comment, à partir des 0 et des 1 qui ont été à l'origine de l'informatique, on a bâti ces couches de langage et ces compilateurs et finalement ce millefeuille de signes pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que plus personne ne rentre des 0 et des 1, on en est vraiment loin. Donc, je voudrais comprendre comment ça marche, comment ça s'est fait en fait dans l'histoire. Et puis, parallèlement à ça, je vais me laisser percuter par toutes mes images à moi, par ce qui constitue mon univers intérieur, et voir comment, voilà, par association à la fois libre et orientée, ben, je vais tracer mon chemin dans cet univers. Et donc, ce tableau s'est constitué comme ça. Je suis partie de l'informatique, je suis partie de figures comme celle de Grace Hopper qui agit dans les années 40. Et puis, je suis arrivée très, très loin, c'est-à-dire vers des chanteurs de rock, des écrivains homosexuels, enfin, qui n'avaient rien à voir avec l'informatique. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai suivi mon propre chemin. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que à la fois, j'apprenais des choses sur le code et sur l'univers de l'informatique, mais j'apprenais aussi, et c'est surtout ça, en fait, qui m'a apporté très vite, c'était comment constituer une mythologie de cet univers, comment lui donner des contours. Alors, je suis partie de cette image toute simple et très simpliste même, qui est que les codeurs vivent dans une soute, c'est-à-dire un univers souterrain, qui font marcher les machines du monde grâce à tous ces langages et toutes ces instructions qu'ils donnent à leurs machines, qu'ils donnent aux machines qui font nos actions aujourd'hui, hein, sans lesquelles on n'existerait plus trop. Et donc, je les ai imaginés dans cette espèce de soute, comme il y en avait dans les navires autrefois où on alimentait le moteur avec du charbon. Donc, des gens invisibles, des gens qui n'avaient pas de mise en espace pour la plupart, pour le kidam en gros, hein, pour des gens qui n'y connaissaient rien. Et à partir de cette soute, j'ai imaginé un univers où il y aurait un pont. Alors le pont du navire serait habité par nous, c'est-à-dire par nous qui ne codons pas et qui profitons de ce que font les codeurs. Et, euh, et dans cet univers à 2 étages, à 2 niveaux, en fait, j'ai voulu créer des liens, créer des fenêtres pour que les uns et les autres se regardent, des approches, etc. Et j'ai voulu donner un espace à cet univers très dématérialisé qui est l'univers numérique, hein, et qui en fait a un espace. C'est-à-dire j'ai aussi découvert au fur et à mesure que ce qu'on nous disait être sans matière, ce qu'on nous disait être pur nuage, cloud, en fait, ça avait des espaces partout et ça avait de la matérialité. Ça avait de la matérialité dans la ville, c'est-à-dire qu'on a des, euh, des fils qui courent dans la ville, des câbles qui font passer toutes les informations numériques, qui sont organisés via des routeurs, des serveurs, qui ensuite atterrissent dans des data centers. Il y a une matérialité à tout ça. On nous la cache, non pas parce que on ne veut pas qu'on la connaisse, mais parce que la science a toujours un peu masqué ces boîtes noires et la science aime aussi pour habitude de jouer aussi avec la magie de son apparition pour les foules, en fait. Et j'ai voulu découvrir cette matière. J'ai découvert que, comme vous le savez, il y a des câbles sous les mers qui sont extrêmement nombreux, extrêmement longs et extrêmement indispensables.
et qu'il y a des navires qui vont réparer ces câbles, enfin voilà, que tout ça n'est pas du tout dénué de matière, même si c'est invisible, en fait, c'est matérialisé. Et donc, quand je dis dresser une mythologie de tout ça, c'est non pas ajouter de la magie à la magie, comme le ferait une mythologie, mais au contraire, c'est organiser les choses pour que ce soit plus lisible pour nous, pour que ce soit à la fois romanesque, c'est-à-dire j'invente ces espaces qui n'existent pas, hein, comme la soute ou comme le pont, avec des créatures qui sont ces codeurs que j'idéalise un peu, mais que j'idéalise pas complètement et que finalement je mets aussi dans le réel. Et puis, je mets en lumière ces espaces pour qu'on se fasse une représentation un peu plus à la fois, comment dire, c'est à la fois plus impressionnant et moins impressionnant. Enfin, pour moi, ça m'a moins impressionné à la fin parce que j'ai compris, même si je ne sais pas coder comme un codeur, j'ai compris comment ça s'organisait en fait dans le monde. Et même si tout ça est toujours euh, en train d'avancer très vite, c'est-à-dire que ce que j'ai compris est peut-être déjà obsolète, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, à tous ces niveaux-là, j'ai voulu donner des images pour que les gens comme moi, c'est-à-dire les non spécialistes, se représentent un peu mieux les choses, les apprivoisent un peu mieux, mais jouent aussi avec la magie de tout ça. C'est-à-dire que c'est enlever de la magie et en donner en même temps. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une réflexion sur le langage dans ce livre, en fait, vraiment très très forte. Il y a une vraie question sur le langage. On l'avait déjà, enfin, dans Titus n'aimait pas Bérénice, vous faites aussi une réflexion sur le langage, sur la langue du XVIIe siècle, autour de Jean Racine. Et on voit dans tout le long du roman que vous essayez justement de vous imprégner de cette langue. Et là, on a la même chose, enfin, sauf avec une difficulté presque, c'est que vous n'arrivez pas à coder, en fait, ou la romancière ou la narratrice n'arrive pas jusqu'au code. Mais il y a vraiment cette vraie réflexion sur le sens du langage, le sens de cette langue qui ne se parle pas, en fait. Et j'aurais voulu, là ça c'est passionnant pour un écrivain, qu'est-ce que c'est que découvrir une langue qui ne se parle pas, en fait. Oui, alors ça me fait revenir à une chose, c'est que quand je décide de m'intéresser à l'univers du code, c'est-à-dire à l'univers de la technologie, je me dis oui, mais alors les écrivains, autant de la machine à vapeur ou autant de l'électricité ou autant de la télévision, ne se sont pas mis à s'intéresser à ça. En tout cas, les grands écrivains, ils s'en fichaient un peu, même si ça figurait dans leurs livres. Mais ils n'étaient pas là pour ça, ils avaient autre chose à faire. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi moi, ça m'intéresse? Pourquoi j'ai pas envie d'écrire un roman sur l'électricité, qui a été une révolution aussi majeure? Euh, et là, je me suis dit, mais en effet, c'est parce que c'est du langage, parce que c'est du signe, parce que ce qui fait tourner la machine, c'est pas un circuit électronique, même s'il y en a, mais c'est d'abord, enfin, c'est aussi ces séries de lignes qui sont écrites par ces jeunes gens, qui finalement sont aussi reclus que des écrivains, qui font ça toute la journée, toute la nuit, qui ont cette espèce de concentration qu'autrefois les écrivains avaient, je pense qu'ils l'ont moins, à cause de la machine d'ailleurs. Et donc, il y avait en effet cette attirance pour une technologie qui passait par du signe. Et, euh, et donc, j'ai mis le nez dans ces signes. Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de découvrir qu'en effet, ce n'était pas une langue, c'était une logique. C'est une logique et c'est assez différent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, de la grammaire, c'est-à-dire une structuration, une organisation des lignes, une forme de syntaxe avec des chevilles, avec des opérations mentales comme il y en a dans la grammaire, mais ce n'est pas à proprement parler une langue. Mais quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était qu'une boucle, à comprendre ce que c'était que la récursivité, qui sont un peu les fondements de tous les langages informatiques, en fait, j'étais contente. C'est-à-dire, je me disais, mais voilà, en effet, c'est beaucoup plus sophistiqué que ce que j'ai appris, mais déjà, je comprends un peu comment s'organise des lignes de code, comment s'organise un programme et par quoi ça passe fondamentalement. Et, euh, et ça m'a intéressée au même titre que ce que vous avez dit. C'est vrai que quand je me suis intéressée à la figure de Jean Racine, je me suis intéressée à la grammaire de Port-Royal et à ce qu'elle avait mis en lumière, à comment elle raisonnait, comment elle considérait le langage des hommes. Et là, ça a été un peu pareil. Et par ailleurs, je me suis surprise à considérer l'infini du point de vue de la machine, par exemple, du point de vue du langage informatique. Est-ce que c'était qu'une instruction qui n'avait pas de fin? Est-ce que c'était que l'infini dans un langage humain? Et ça m'a. Il y a un passage qui est consacré à ça dans le livre, ou alors à cette chose qui est
cette cheville qui s'appelle Elif dans le langage Python. Et qui, parce que je ne sais pas si les gens ici sont familiers, j'imagine que pour certains. En gros, la logique informatique, ça fonctionne très simplement. C'est si alors, si alors, si pas. En gros, ça marche comme ça. C'est-à-dire que vous avez une instruction qui, tant qu'elle est valable, fait fonctionner la machine d'une certaine manière, mais il faut tout le temps anticiper sur les autres options possibles, sur les bifurcations, sur les alternatives. Et c'est ce que fait un codeur, en fait, quand il code un programme. Il organise toute la bifurcation logique des actions humaines. C'est-à-dire que si vous prenez un billet sur, je sais pas, Booking, enfin une réservation sur Booking, vous allez rentrer des éléments de réponse, mais il faut que dans le code source, en fait, le codeur, il est anticipé sur tout ce que les autres clients pourraient choisir, pourraient ne pas choisir. Et donc, il y a toute une anticipation logique qui fait partie de ces instructions. Et en fait, c'est dans cette succession d'opérations mentales, d'opérations logiques, qu'il y a des chevilles ouvrières qui arrivent comme ça. Et Elif en fait partie. Et je me suis dit, Elif, ça veut dire, en gros, c'est le mot valise de else if. C'est-à-dire que dans tous les autres cas, en gros, vous avez une instruction qui marche. Elle marche si ceci. Mais si ceci n'est pas à l'ordre du jour, alors c'est toutes les autres réponses qui sont, enfin, tous les autres cas qui sont possibles. Ça s'appelle if else ou elif. Et là, je me suis dit, par exemple, c'est tout bête, hein, c'est des opérations mécaniques, mais quand je me suis mise à réfléchir à elif, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'emploie pas dans le langage humain? Donc, j'ai eu des va-et-vient comme ça entre les prépositions grammaticales de notre langue et puis les prépositions grammaticales, elles ne s'appellent pas comme ça dans les langages informatiques, mais du langage informatique. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des choses? Alors, il y avait des auteurs autrefois qui faisaient partie de l'Oulipo, qui existent toujours, mais qui sont moins actifs, qui jouaient comme ça avec les opérations des mathématiques, par exemple. Et je me suis dit, mais ça pourrait aussi faire comme ça, des interprétations entre tous les langages. Bon, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour ce livre-là. Je les ai juste observés, relevés. Mais ce n'est pas exclu qu'un jour je le fasse ou que je ne le fasse pas. Mais en tout cas, je me suis approchée de ces langages. J'ai compris que ce n'étaient pas des langages comme le mien. J'ai compris que c'était d'abord et avant tout des logiques. Et à partir de là, à la fois quelque chose s'est fermé, mais quelque chose s'est ouvert aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle apprendre en fait. Hein. On apprend, ça veut dire qu'on restreint son champ parce que tout ne paraît pas inconnu. On a mis un peu de lumière dans un coin, mais dans cette lumière, il y a aussi des possibilités mentales, psychiques, intellectuelles qui s'ouvrent. De rebondir, en même temps, comment dire, on a l'impression que ça explique peut-être en fait le côté déception qu'on a dans le livre, c'est-à-dire que la narratrice n'arrive pas à coder, et au bout d'un moment, elle abandonne en fait quelque part. Mais j'ai l'impression dans ce que vous dites, c'est un petit peu différent. C'est pas un abandon, c'est qu'en fait vous avez compris quelque chose que ce n'était pas du tout en fait la même langue, le même moyen de faire, et j'ai, enfin voilà, il y Non, a mais une vous avez possibilité raison. qui est différente. Oui, elle ne poursuit pas, mais bon, je pense que j'aurais pu persister. J'avais un bon professeur à ce moment-là. Et si j'avais voulu coder, voilà, j'aurais codé, j'aurais appris un peu mieux Python. Mais en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas du tout mon but de devenir codeuse, ni développeuse, ni rien du tout. C'était pas du tout mon intérêt. Et je me suis rendu assez vite compte que mon intérêt, il était juste dans entreapercevoir les différences. Est-ce qu'il y avait des liens? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Quelles étaient les similitudes? Et surtout, quelles étaient les circulations possibles? Et surtout, comment mon imaginaire, moi, se mettait en route sur cet univers du code. Et très vite, j'ai compris que cet univers du code, en fait, pour moi, c'était une espèce de observation à au meilleur endroit possible du masculin. En fait, c'est quand même un livre sur les garçons. Un livre sur les jeunes garçons, sur ce que c'est que cette concentration de jeunes garçons. Comme je le disais, j'ai l'impression que cette concentration maximale, qui est celle du code, elle n'appartient qu'à eux. Je ne pense pas que, en tout cas pour ce qui est de l'écrivain, même jeune, même garçon, il n'a pas la même concentration. Et pourquoi? C'est parce que une ligne de code, si vous la ponctuez mal, si vous faites une seule petite erreur de rien du tout, a priori, elle ne fonctionne pas. Alors que si vous faites une erreur dans votre phrase de roman, vous pouvez continuer à écrire la phrase d'après et il n'y aura pas de conséquences très graves. Donc, en fait, j'ai été jalouse de ça, je crois. C'est-à-dire que j'avais la nostalgie d'une concentration que je n'ai peut-être jamais eue d'ailleurs,
c'est le propre de la nostalgie, c'est de réécrire les choses. Et donc, je me disais, mais à l'âge que j'ai, avec les distractions cognitives que j'ai aujourd'hui, le fait que quand moi je suis sur un ordinateur, j'écris, mais je lis aussi des messages, mais je vais voir aussi des extraits de films ou je me balade sur un réseau social. Enfin voilà, je fais ce que n'importe qui fait quotidiennement. Je ne suis pas du tout protégée de ça. Et je n'arrive pas à me fixer la discipline de ne pas être connectée pendant des heures. J'y arrive pas. Je pense que mon cerveau n'est plus prêt à ça. Et donc, je voyais en face de ça des garçons que j'ai pu observer dans des écoles de code dont j'avais l'impression, alors peut-être je me trompais, mais dont j'avais l'impression qu'ils ne faisaient que ça, et pendant des heures, et pendant des journées et des nuits. Et je me suis dit, mais c'est quand même génial d'avoir une attention aussi concentrée, aussi focalisée, aussi peu dérangeable, aussi peu encline à se faire perturber par une bêtise, par une info, enfin bon. Et j'ai été un peu jalouse de ça. Et pour moi, le masculin, ça a d'abord été ça. Ensuite, je me suis intéressée à ce que c'était que le masculin quand il n'y avait pas de filles. C'est-à-dire ces univers de garçons où les filles sont très, très peu nombreuses. Et c'est le cas dans les écoles de code. Alors, même si maintenant ça augmente un petit peu, mais vous allez vous balader dans les travées de 42. Alors, il y a des filles, d'abord, vous ne les voyez pas tout de suite. Elles sont un peu fondues dans la masse. Elles s'habillent un peu comme les garçons. Donc, il faut vraiment y regarder à deux fois. Et puis, de toute façon, elles sont très minoritaires. Donc, ce que vous voyez d'abord, c'est des bataillons de garçons en capuche ou pas en capuche. Et je voulais voir ce que c'était que cet univers donc, de garçons sans filles. Et c'est à partir de là que mon enquête dérape, en fait. C'est là qu'il y a une vrille dans mon livre et que je reviens à une histoire plus intime, qui est le code source, comme vous avez dit, de toute cette enquête, en fait, qui s'est peut-être drapée dans cette curiosité intellectuelle pour parler d'autre chose et pour justement attraper un suspect qui n'était pas prévu au départ sur le tableau. Il y a aussi une forme dans cette masculinité très, très hormonale, quelque part, qu'on perçoit chez ces jeunes codeurs, il y a aussi ce rapport, enfin, cette distinction que vous faites ou qu'on peut faire en tant que lecteur entre le codeur d'aujourd'hui, c'est-à-dire le jeune homme qui a la puissance de façonner le monde par son code, par une forme de langage, en fait, même si je suis d'accord avec vous, c'est pas vraiment c'est pas vraiment une langue, en tout cas, ça, et de l'autre côté, on pense forcément, en inverse, à la figure du poète, en fait, qui, lui, justement, avait cette même puissance, cette même jeunesse pour façonner le monde, et qui est une figure qui, aujourd'hui, a complètement disparu, ou presque. J'aimerais bien vous entendre sur ce rapport entre, Oui, c'est vrai. Et cette double d'ailleurs, fascination et cette double déception, peut-être. oui, c'est vrai qu'au départ, dans les premiers chapitres du livre, il y a ce duo, il y a cette dualité qui s'organise entre le jeune homme, je dirais romantique, bon, pour parler vite, du poète qui avait une espèce de prestige, de panache, de puissance, même si elle était dénuée d'action sur le monde. Mais en tout cas, il y avait une forme de panache. Et on n'a plus ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est une figure qui est un tout petit peu étiolée, enfin même sans doute un peu périmé. Mais en face de ça, on a le jeune homme qui invente de la technologie et qui révolutionne nos pratiques. Alors, tous les codeurs n'inventent pas une technologie et comme partout ailleurs, c'est une minorité de gens hyper créatifs et qui vont se démarquer, qui font ces inventions et qui révolutionnent notre monde. Mais c'est vrai que moi, j'ai glissé de cette figure du poète à la figure du codeur super puissant qui naît dans les années 80, qui naît dans une chambre d'adolescent avec les premiers ordinateurs personnels, puisque à ce moment-là, je fais un peu aussi l'anthropologie de ça, c'est-à-dire que je raconte comment les années 80, c'est justement à la naissance de l'ordinateur personnel qu'on peut mettre dans une maison. Hein. Avant ça, il n'y avait pas d'ordinateur dans les maisons. C'était des gros machins qui occupaient des mètres cubes. Donc là, on pose une machine sur un bureau. En général, c'est le bureau du fils de la famille ou le bureau du père. Donc, tout de suite, c'est une pratique genrée. Et on laisse le garçon se débrouiller avec la machine, y passer des jours, des nuits. Enfin, voilà, il y a un peu un sans limite qui s'organise, qui s'ouvre. Et puis, dans les mêmes années 80, il y a le film War Games qui a beaucoup d'influence sur cet univers-là et qui donne la puissance politique, en fait, à cette pratique.
C'est-à-dire que la guerre, maintenant, va partir de là aussi, c'est-à-dire une action dévastatrice sur le monde, mais hyper puissante. Et donc, je fais un peu l'histoire de ces jeunes gens qui sont d'abord des nerds, comme on les appelle, hein, c'est-à-dire des gens qui sont asociaux, qui sont en général coupés des autres, qui sont très peu populaires dans leur lycée. Alors, il est américain en général, hein, ce jeune homme. Il commence par être américain, puisque les choses commencent quand même là-bas. Et donc, c'est une figure marginale, plutôt dévalorisée dans le monde social des adolescents, et qui, au fur et à mesure, va créer un paradigme, va créer une nouvelle filière, une nouvelle famille de jeunes gens. Et ces nerds-là qui vont donner tous ceux qu'on connaît maintenant, qui ont créé les univers technologiques et les empires technologiques avec lesquels on vit tous aujourd'hui. Et en fait, cette figure, elle m'intéressait parce que il y avait à la fois quelque chose de l'adolescence, de l'adolescence qui avait été mal aimée, hein, parce que c'est un garçon qui a une puissance intellectuelle, etc., très grande, mais qui a une puissance sociale très nulle. Et je ne sais pas si vous avez vu ici le film sur Zuckerberg qui s'appelle The Social Network, voilà, qui est un peu, sans doute un peu simpliste, mais qui raconte bien ça quand même. Et donc, ces nerds deviennent dans les 20 ans qui vont suivre, deviennent des chefs d'empire, hein, des empereurs de la technologie, et prennent leur revanche en fait sur les filles d'abord, mais ensuite sur tout le monde social finalement. Et ils réalisent cette association qui s'est très peu réalisée dans l'histoire entre la science et le capital, c'est-à-dire entre la puissance scientifique et la puissance économique. Et ça a été très rare, en fait, ce modèle d'union, parce qu'en général, quand il y avait des scientifiques qui avaient inventé des nouvelles technologies ou des nouvelles techniques, ils avaient été pris de vitesse par des capitalistes qui s'étaient emparés de la trouvaille et de la découverte, mais c'était deux entités distinctes. Et il y avait très peu de scientifiques qui étaient devenus des milliardaires. Et donc là, on a cette espèce comment dire, d'amalgame en fait entre les deux chemins, les deux figures. Et ça, c'est très nouveau aussi. Et ça m'intéressait de voir comment ces nerds euh, étaient devenus ce qu'on appelle dans le langage de ces mondes-là des fierce nerds, c'est-à-dire des nerds revanchards, féroces, qui avaient envie de devenir de prendre voilà, une espèce de revanche sur une adolescence qui avait été certes riche, mais quand même coupée de plein de choses. Et, euh, et donc, à travers mon personnage du jeune homme et du codeur que je trace dans ce livre, c'est vrai que je mets beaucoup l'accent sur ce genre de figure. Et il y a deux choses qui distinguent le poète et le codeur créatif, on va dire. Le poète n'aspire qu'à la gloire et le codeur créatif aspire à l'impact. Et qu'est-ce que c'est l'impact? L'impact, c'est de révolutionner les actions et l'activité humaine. C'est-à-dire que comme un scientifique a de l'impact quand il invente, je ne sais pas, une nouvelle molécule d'un médicament, d'un vaccin, de tout ce que vous voulez, il y a une action qui est hyper influente sur le monde, eh bien, le codeur qui va inventer, je ne sais pas, Google ou Microsoft, va avoir un impact énorme sur nos pratiques, alors que Rimbaud ou un autre poète de ce génie-là aura une gloire, aura une influence imaginaire, mais n'aura pas d'impact au sens où nos activités ne vont pas être modifiées par ce qu'il a fait. Enfin oui, peut-être, mais très marginalement, parce qu'il y aura des poètes qui vont vouloir travailler à sa suite, ou je ne sais pas, des thésards qui vont écrire des thèses sur lui. Bon, mais il n'y aura pas une révolution des pratiques et des changements de paradigme enfin aussi totaux que ce qu'il y a eu avec la technologie. Donc voilà, donc j'ai tracé en effet cette dualité des figures de jeunes gens à l'intérieur de ce livre, et j'ai pas donné la victoire au codeur, mais j'ai quand même mis en lumière le codeur parce qu'il est moins connu, que le jeune poète romantique sur lequel on a beaucoup écrit, sur lequel on a beaucoup fait de films, etc. Et le jeune codeur, il est quand même plus obscur et il est plus inconnu encore. Et donc, c'est justement ces codeurs-là, en fait, vous essayez de rentrer dans leur quotidien. C'est ça l'idée du roman, c'est de montrer leur
leur simplicité ou leur banalité, parce que là, vous avez parlé de ces grands codeurs qu'on connaît tous, et en même temps, quand on voit les personnages, garçons ou filles, d'ailleurs, il y a une simplicité et une banalité. L'idée, c'était de revenir aussi au fait qu'ils étaient comme tout le monde. Je sais pas, enfin, il y avait Oui, cette idée-là. alors d'abord, je leur ai donné un corps, un visage, des prénoms, une histoire pour certains, parce qu'en effet, j'avais envie de m'approcher d'eux de manière humaine et de ne pas me contenter de dire bah, c'est un garçon à capuche, autiste, qui a du mal avec les filles, voilà, comme c'est la caricature. Et, et je me suis approchée de plus près et j'ai voulu enlever la capuche, soulever la capuche et voir ce qu'il y avait dessous. Et, et raconter une histoire en particulier, parce qu'il y a surtout un codeur dont je m'approche, qui est un codeur de roman, hein, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré, qui s'appelle Enzo et qui raconte son histoire à la narratrice en fait, et qui a des états d'âme, qui a des, plus que des états d'âme, enfin une mélancolie, un penchant dépressif, une histoire d'amour, une déception dans la vie, une ambition, enfin toutes sortes de ce qui fait, enfin tout ce qui fait l'animation d'un jeune homme avec un avenir et peut-être et aussi avec un passé. Et donc oui, j'ai voulu aussi faire ça. C'est vrai que ça faisait partie de du projet que de donner un corps, que de donner une sexualité, que de renverser un peu le cliché. Alors, j'ai parlé du cliché il y a 5 minutes, mais il y avait aussi une manière de renouveler un peu cette figure et de la prendre aujourd'hui auprès d'un garçon qui vivrait dans notre société à nous, en France, en banlieue, voilà, et pas dans la Silicon Valley. Et par curiosité, vous avez rencontré à peu près combien de codeurs? Comment se sont fait les choses entre les filles, les garçons, vous avez pu rencontrer? Une poignée, hein, j'en ai pas rencontré des dizaines parce que je travaille jamais sur de l'exhaustif, hein, je travaille sur une petite poignée de personnes en général, et c'est à partir de là que je compose moi mes personnages. Donc là, j'ai dû rencontrer 3-4 personnes en vrai. Une fille, alors Chloé, elle a quand même beaucoup emprunté à une véritable fille qui a été mon initiatrice. Boris a emprunté à un garçon de mon entourage, mais peu de traits finalement. C'était comme ça, plus une inspiration. Et au-delà de ça, j'ai discuté en ligne et en vrai, enfin en présence, avec euh, des gens à l'école 42 et puis dans d'autres écoles. Et à partir de là, j'ai observé aussi beaucoup en ligne. J'ai lu, j'ai regardé des films, des tutos, enfin toutes sortes de vidéos aussi pour apprendre à, à les observer d'un peu plus près. Dans le roman, il y a aussi votre position à vous, en fait, enfin, ou à la narratrice, à tout le moins. Et comment dire, c'est une position qui interroge, en fait, aussi. Montrer, enfin, c'est une femme de lettres qui n'est pas à l'aise dans ce monde, en fait. D'abord parce qu'il est jeune, effectivement, et qu'elle se sent pas à l'aise parce qu'elle a cette dame romancière n'a pas le même âge. Mais il y a aussi, enfin, comment dire, c'est une femme de lettres, donc qui a l'habitude de s'exprimer, et elle est dans un monde qui est silencieux, en fait. On a l'impression qu'il y a un décalage sur lequel la narratrice n'arrive pas, en tout cas, à trouver ou à tisser des ponts ou à essayer d'arriver à une connexion un petit peu. Oui, c'est vrai. Alors, il y a en effet la différence d'âge, de génération, mais il y a aussi le rapport à l'expression, à l'expressivité et au langage. Alors, il y a des exceptions, il y a des codeurs qui parlent très bien, qui s'expriment très bien, qui racontent très bien ce qu'ils font, et puis il y en a d'autres qui sont moins à l'aise. Et en fait, c'est vrai que moi, je propulse ma narratrice avec tous ses complexes et tous ses handicaps. Alors en effet, il y a cette figure de la romancière, parce que tous les codeurs qu'elle rencontre pourraient être ses enfants. Et donc, elle y va en se disant, bon, bah, c'est pas grave, il faut que je passe par-dessus ma honte, par-dessus ma gêne, par-dessus justement mes complexes. Et en général, d'ailleurs, elle est plutôt bien reçue par ces jeunes gens. Euh, et, euh, et puis, il y a cette confrontation entre là où elle est à l'aise normalement, là où elle comprend normalement le domaine des lettres, normalement elle comprend la littérature, elle peut commenter un roman, elle peut écrire un roman,
Et là, finalement, quand elle est en face de ses codeurs, la plupart du temps, elle dit « je ne comprends rien ». Donc, elle est face à son incompréhension. Elle veut revenir à des explications qu'il lui donne, mais il y a quelque chose qui se bloque très vite dans son esprit et elle ne capte pas bien ce qu'on lui explique. Et donc, ça, je l'ai affronté en fait. Et je me suis dit, mais si je ne raconte pas cette incompréhension, si j'y vais au bluff en disant que j'ai tout compris tout de suite, ce ne sera pas intéressant en fait. Donc, j'y suis allée avec une part de sincérité sur ce qu'on peut et ce qu'on peut ne pas comprendre. Et puis, comme dans le roman précédent, j'ai aussi organisé une confrontation entre ma partie, c'est-à-dire mon univers, les lettres, qui arrive au début de ce roman comme un univers du passé, comme un univers, encore une fois, périmé, détrôné, avec cette figure du poète qui n'existe plus, ce panache qui est peut-être un peu moins fort qu'autrefois, cette puissance de public, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de lecteurs qu'autrefois. Le livre est un tout petit marché, il a toujours été, mais il est de plus en plus. Et donc, il y a une espèce de ruse inconsciente de ma part. Ça fait 2 livres que ça arrive, où j'arrive en me disant, voilà, moi, je manie un objet qui est complètement dévalorisé, qui est complètement obsolète. Je vais me confronter à un objet qui, lui, a de l'avenir. Alors, dans le roman d'avant, c'était les mathématiques, et là, c'est le code. Et je vais voir ce que ça donne. Et donc, j'arrive avec une sorte de sentiment de début de défaite. C'est-à-dire, voilà, on a perdu face à ça. Et puis finalement, il y a une reconsidération en fait. C'est-à-dire que cette confrontation est aussi une manière de renouer avec la richesse de l'univers littéraire, avec la richesse du langage, avec la richesse de l'expressivité, avec ce que c'est qu'un imaginaire, avec ce que c'est que une façon de raconter la vie même des codeurs en fait. Le code ne raconte pas la vie des codeurs, donc c'est la littérature qui peut le faire. Et donc dans cette confrontation, je remets un peu à niveau mon propre objet, qui est l'objet de la littérature, qui est le roman. Et finalement, la narratrice perdante du début du livre regagne un peu redore un peu son blason au fur et à mesure de cette quête. Et finalement, cette quête, elle se termine pas du tout dans le code. Hein. C'est-à-dire que à la vrille du roman où on passe dans le domaine de l'enquête intime, de ce masculin qui va regarder vers une autre époque de sa vie, qui va la ramener à sa jeunesse et à des univers qui vont être l'univers du cinéma, de la musique, etc., qui vont donc être très différents du code. Eh bien, il va y avoir une forme de réconciliation aussi avec le langage des arts, le langage de la culture. Et finalement, à la fin de ce livre, c'est comme dans le livre d'avant, La fille parfaite. C'est-à-dire que moi, finalement, mon objectif, c'est quoi? C'est d'organiser des passerelles, en fait. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans des univers complètement étrangers les uns aux autres, que les chiens de faïence qui se regardent au début du livre brisent un peu la glace et finalement se regardent dans les yeux et ça porte autant que possible. Et j'ai du mal avec le séparatisme des savoirs, en fait. Et j'ai une nostalgie pour le XVIIe siècle où les philosophes étaient mathématiciens et j'aimerais recréer des figures comme ça où on conjugue des savoirs différents, normalement séparés, et où on les réunit et où les littéraires dialoguent avec les scientifiques. En même temps, où la narratrice n'est pas arrivée jusqu'à comprendre, saisir le code. Enfin, on sent cette déception. Donc, Mais elle a fait un petit effort quand même. Elle a mis le pied dedans, elle y a passé des heures, elle a essayé de comprendre des choses, elle a capté des choses. Je pense qu'il n'y a aucun littéraire qui sait ce que c'est qu'une boucle de récursivité. Donc voilà, elle a capté un peu des catégories intellectuelles et logiques de cet univers. Et elle n'est pas armée complètement pour y passer plus de temps, mais elle en a une vague idée et cette vague idée peut suffire en fait à nouer des dialogues, à organiser des discussions et en fait c'est tout l'intérêt de la chose. Enfin voilà, c'est modeste, hein, ce sont des ambitions modestes, mais qui de toute façon, quand vous regardez le monde de la littérature, des romanciers, des romancières, n'est jamais, enfin est très rarement figure très rarement, enfin, c'est pas très représenté. En général, les romanciers sont condamnés à parler de la famille, de l'amour, de l'inceste, de la sexualité, de voilà. Et ils vont très peu vers la science, ils vont très peu vers ces savoirs-là.
quand il parle du numérique, par exemple, c'est sous forme de livres de science-fiction ou de livres sur l'entreprise, etc. Enfin, je trouve qu'on rentre rarement en fait sur Ouais, la ou question même sur le mode de de la la technique. panique, en fait, c'est-à-dire la peur de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que ce monde qui nous gouverne, ce capitalisme dévorant, enfin voilà. Et en général, ils n'ont pas la moindre idée de comment ça marche. Et je trouve ça très regrettable la plupart du temps. Vous l'avez évoqué dans notre échange et on le voit bien aussi dans le roman. La narratrice, qui est romancière, déplore très très vite le fait qu'elle n'est plus capable d'être attentive. Donc il y a une très forte dispersion. Et donc avec ce parallèle aussi avec Carrie Madison, Homeland, donc qui est elle-même atteinte, enfin il y a une pathologie quand même assez, assez sévère par ailleurs en tant que personnage. C'est quand même un des sujets du moment. Aujourd'hui, la question de la crise de l'attention. Il y a encore quelques jours, on a remis un rapport autour du rapport entre les enfants et les écrans. Vous avez été enseignante. Et ce qui est très intéressant dans le roman, c'est qu'effectivement, cette idée de l'attention qu'on attend plutôt d'ailleurs du littéraire ou de la personne qui est dans son livre, qui est embarquée dans son livre ou qui est embarquée dans son écriture ou dans son projet d'écriture, dans le livre, vous l'inversez complètement, puisque c'est le jeune codeur qui, lui, est dans le flow, dans la concentration. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez en tant qu'écrivaine aujourd'hui? Et donc, vous avez parlé de jalousie, cette jalousie tout à l'heure. Est-ce que c'est simplement la jalousie de la narratrice, mais aussi la jalousie de l'écrivaine? Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette concentration qu'ils ont atteint ou que ces jeunes atteignent, ou comment ils l'ont atteint selon vous? Comment vous l'expliquez par rapport à d'autres pratiques? Alors, il y a deux choses. D'abord, un écrivain, ça ne fonctionne pas comme un codeur sur le plan psychique, c'est-à-dire que pour écrire, il faut une part de rêverie. Et qui dit rêverie dit concentration un peu lâche. C'est-à-dire qu'il y a une concentration, c'est-à-dire il ne faut pas que vous ayez envie de faire vos courses en même temps, ou vous pensiez au dîner du soir, ou je sais pas, à la robe que vous avez envie de vous acheter. Mais il y a quand même une part de rêverie, c'est-à-dire que votre esprit, il est à la fois fixé, mais il est poreux et il laisse entrer des influences, des images, des souvenirs. Et il faut ça pour écrire. Sinon, on est vissé de manière un peu mécanique et je pense que c'est pas possible. Enfin, je pense que dans l'écriture, cette rêverie est complètement indispensable. C'est pas uniquement propre à la littérature. Par exemple, moi, j'ai une amie mathématicienne qui me dit qu'elle a une part de rêverie qui est très importante. C'est-à-dire que son esprit divague, qu'elle est dans sa douche, elle pense à autre chose, mais elle a soudain une vision, une représentation de son problème mathématique qui revient sous une autre forme. Donc, ça, c'est une grande différence de fonctionnement intellectuel entre un codeur qui n'a pas droit à la rêverie, je pense pas, hein. Alors, peut-être je ne suis pas allée assez loin dans l'exploration de son esprit, mais il me semble que la rêverie est très dangereuse pour le flow du codeur et qu'il a besoin d'être wired in, comme on dit, c'est-à-dire d'être vraiment vissé à ses lignes de code. Mais donc ça, c'est une différence fondamentale qui n'a rien à voir avec les distractions technologiques. Mais par ailleurs, il y a une part qui a été augmentée, qui est due à la technologie et aux problèmes d'attention qu'on connaît tous, que moi je rencontre, hein. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps une neurologue dans une émission de radio qui disait que au-delà de 15 secondes, euh, quand vous lâchez une tâche et que vous allez vers quelque chose d'autre, je ne sais pas, un SMS, une notification, quelle qu'elle soit, et que vous restez au-delà de 15 secondes loin de votre tâche, l'effort mental que vous devez faire pour y revenir est énorme, en fait. Et il y a de la déperdition à ce moment-là. Donc, si c'est moins de 15 secondes, vous pouvez vous y remettre. Et si c'est au-delà de 15 secondes, ça vous demande un effort et il y a de la perte. Et donc, moi, il y a bien des fois, et la plupart du temps, où c'est au-delà de 15 secondes. Et donc, en effet, ça demande une fatigue et un effort plus grand. Et je suis victime de ça en permanence et je pense qu'on est tous victimes de ça. Alors, c'était plus. Quelle était votre question? Qu'est-ce que j'en pense? Non, parce que J'en pense que c'est les codeurs. Bah, ils ont un truc que si ils débranchent, ça marche pas ce qu'ils font. Et que je pense qu'ils sont quand même là pour que ça marche. Quand ils sont payés pour, c'est leur travail et leur résultat qui doit être, voilà, qui doit advenir. Et puis de toute façon, leur satisfaction, elle vient du fait que ça marche.
et de la résolution du problème et de la résolution du bug. Donc, ouais, l'impact, après, c'est l'impact de ce qu'ils auront mis au point. Mais en tout cas, ligne à ligne, ils ont des problèmes à résoudre. Et ça, j'ai parlé avec le créateur de Python, par exemple, qui est un homme qui a une soixantaine d'années, qui vit aux États-Unis, qui est celui qui a créé Python dans les années 90, et qui me racontait que le plaisir qu'il avait à résoudre un bug était très grand et que c'était ça le flow et que sans doute je ne connaîtrais jamais ça et il avait parfaitement raison, je n'ai jamais connu ça. Et donc je pense que ces jeunes gens, s'ils sont tellement vissés à leur machine, c'est parce qu'ils ont du plaisir. On n'est pas vissé à quelque chose si on n'a pas de plaisir et pas de satisfaction. Alors c'est un plaisir d'une certaine sorte, hein, mais c'est du plaisir quand même et ça vient donc de cette résolution de problèmes en permanence. Et donc, pour résoudre du problème, il ne faut pas le quitter des yeux. Donc, la rêverie n'est pas du tout, je pense, tolérable. Mais en revanche, pour ce qui me concerne, elle est dommageable quand elle est trop longue, quand elle est trop distrayante, quand j'en suis à ne plus savoir ce que je suis allée chercher, parce que ça nous arrive tout le temps, hein. Vous voulez écrire un truc ou chercher un truc, et puis vous êtes amené à autre chose, et puis vous avez oublié le point de départ. Et donc ça, c'est fatigant en fait. Ça serpente dans votre esprit, c'est le cas de le dire, et ça vous éloigne, et ça occasionne vraiment trop de fatigue en surnombre, quoi. Donc là, je le regrette. Je ne sais pas comment faire. Je pense qu'il faut juste être discipliné, mais je n'y arrive pas trop. Je n'arrive pas à couper, moi. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à être loin de leur téléphone pendant des heures. Moi, je le faisais au départ et je n'y arrive plus du tout. Je le retourne et puis bon, évidemment, vous avez une commande interne qui fait que, je ne sais pas, toutes les demi-heures, vous regardez quand même, si vous n'avez pas des messages et tout ça. Donc, je ne sais pas, il va falloir faire avec ça, il va falloir faire avec la modification anthropologique de nos cerveaux, qui, à mon avis, n'est pas tellement remédiable. Enfin, on va avancer comme ça, quoi. Alors on va prendre le micro s'il y a des questions. Alors oui, vous parliez du rapport là, Ah. où on dit qu'il faut interdire les écrans aux jeunes enfants et tout ça. Et ce serait bien, mais je ne sais pas comment ça va être. Et oui, prendre le micro parce que c'est enregistré en ligne. Puis juste vous présenter, peut-être, ça c'est plus simple. Bonjour. Oh, ça marche. Ah. Bonjour. Ah oui. Je suis Juliette Lefebvre, une étudiante dans le master de Monsieur Drouet. Alors, je suis désolée, la question, elle va pas être, c'est peut-être pas la meilleure question pour commencer. Ok. Parce qu'en fait, quand vous parlez là de décodeurs, etc., la sensation que j'ai, c'est que c'est une image assez vieillissante des codeurs et qui est plus forcément d'actualité. En tout cas, j'ai l'impression que nous, dans notre entourage, en fait, les codeurs, il y en a partout. Il y a et des codeurs et des codeuses d'ailleurs, parce que vous parlez beaucoup d'hommes, mais dans mon entourage, j'ai beaucoup de femmes aussi codeuses. Oui, mais ça, c'est pas très représentatif. Vous êtes vous avez un biais d'entourage, je ne sais pas, mais Bah, globalement, il y en a encore très peu. oui, mais elles existent quand même. Oui, bien sûr. Et du coup, je me disais, en fait, oui, c'est vrai que l'image que vous renvoyez des codeurs, c'est, vous l'avez mentionné, mais ça fait très Zuckerberg et en fait, qui n'est plus vraiment d'actualité, j'ai l'impression. Tous les codeurs que je connais, encore une fois, peut-être je connais que des codeurs un peu stylés, mais ils n'ont pas de capuche, par exemple. Et donc, du coup, je me demandais, est-ce que, c'est une question très ouverte, mais est-ce que ce livre vient pas appuyer sur des clichés un petit peu qui sont plus forcément d'actualité? Voilà. Oui, non, mais vous avez raison de dire qu'il y a une part de cliché que j'assume, hein, que j'assume au départ. J'en ai parlé moi-même. Mais encore une fois, j'étais l'année dernière à l'école 42 et quand on arrive, c'est quand même encore un peu comme ça, hein. Alors, je ne sais pas quels sont vos codeurs, les codeurs de votre entourage. De l'école 42. Ah ouais, vous êtes allé à l'école parce que quand vous arrivez dans les travées, c'est quand même ça qu'on voit en Alors, oui, mais il y a majorité. d'autres soucis, c'est parce qu'il y a des problématiques de harcèlement sexuel qui font que à l'école 42, c'est quelque chose de très commun. Ça a été plein de fois reporté que les femmes ne se sentaient pas forcément en sécurité. D'ailleurs, lors de la piscine, les dorment tous là-bas et c'est dans des endroits séparés. Enfin, pas forcément, mais je crois qu'à un moment, je sais que moi, dans les personnes que je connaisse qui ont fait la même piscine,
au bout d'un moment, se sont éloignés parce qu'en fait, il y avait des hommes qui, par exemple, se masturbaient à côté, enfin, ce genre de choses. Donc, c'était un peu, voilà, pas forcément une ambiance très sympathique pour des jeunes femmes, mais il y a un grand nombre de jeunes femmes quand même. Je suis d'accord que proportionnellement, on n'est pas sur une parité, mais par exemple, là, dans notre travail, il y a des data scientists et des codeurs, etc. Il y a une parité. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais pour moi, on est sur autant d'hommes que de femmes. Peut-être dans votre et c'est tant mieux, hein, je suis très heureuse de l'entendre. Mais moi, j'avais discuté avec la directrice de l'école 42 qui m'avait dit que certes, le nombre augmentait, mais que c'était encore, ça dépassait pas les 30%, donc c'est encore très minoritaire. Et ce que vous dites, en fait, ça confirme, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de garçons qui ont des pratiques de garçons, au milieu desquels les filles sont pas très à l'aise. Et, euh, et donc ça, pour l'instant, c'est encore un peu vrai. Malheureusement, ça va peut-être changer et ça va sûrement changer. Mais s'il y a des différences par rapport à entre vous et moi, c'est normal parce qu'on ne fait pas partie de la même génération et que vous avez des amis codeurs et codeuses, ce qui n'est pas mon cas, par exemple. Mais ça, c'est normal parce que la génération n'est pas la même. Mais globalement, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un monde encore très masculin. Et ça, je ne suis pas Comme sûre le que ce soit un monde en cliché. général. Comme le monde en général, non, c'est pas vrai. Si vous allez dans la médecine, c'est pas du tout vrai. Si vous allez dans la biologie, il y a plein de femmes. Dans l'enseignement, il y a plein de femmes. Non, ça dépend des mondes. Les mathématiques, ça reste vrai. Il y a surtout des hommes. Donc, il y a des domaines du savoir où les femmes sont encore très minoritaires. Non pas qu'elles n'y soient pas encouragées, hein. On invite les femmes à faire des maths, on invite les femmes à faire du code. Mais il y a encore des freins, sans doute d'autocensure, de pas envie d'y aller, de ce que vous dites, je vais me retrouver avec des garçons et ce sera pas du tout agréable, enfin des majorités de garçons. Donc il y a plein de freins qui sont de nature différente, mais il y a encore des univers qui sont des citadelles. Donc et c'est pas vrai de tous les domaines du savoir, non, c'est pas vrai. Mais pour l'instant, malheureusement, le cliché, il est encore un tout petit peu vrai. Alors, je dis pas qu'on est encore à l'époque de Zuckerberg, hein, ça date. Mais moi, j'ai fait avec mon âge aussi, hein. J'ai écrit ça de mon point de vue, en regardant vers des codeurs qui, encore une fois, étaient plutôt de la génération de mes enfants. Et je les ai regardés avec cette différence générationnelle, à la fois avec ce qu'elle renvoie d'éblouissement, c'est-à-dire de vision un peu faussée et peut-être cliché, mais aussi avec une envie justement de combler un peu les fossés générationnels, parce que si les codeurs ont 25 ans, 30 ans, et que moi, je suis dans un univers où il y a peu de codeurs finalement, parce qu'en plus, mon univers est littéraire, alors on ne se rencontrera jamais. Donc, j'ai voulu voilà, faire un pas dans leur direction. J'ai vu à la fois du cliché qui date, peut-être un autre cliché qui date moins. Par exemple, à la fin de mon livre, il y a cette figure d'Enzo qui est un peu moins cliché que les autres. Voilà, qui est en plus un codeur gay, qui raconte des histoires d'amour et qui vit d'une manière finalement très sentimentale, comme on n'imagine pas les codeurs vivre, puisqu'en général, on ne leur prête aucune vie amoureuse, enfin selon le cliché en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonjour, donc moi je m'appelle Calypso, je suis aussi une étudiante de Monsieur Douai. Moi j'avais une question. Dans votre ouvrage, vous avez quand même peut-être une vision. Enfin, il y a beaucoup le vocabulaire autour de l'érotisme qui revient énormément, notamment le flow. À un moment donné, vous le comparez à un orgasme, des choses comme ça, ou même quand votre narratrice elle rencontre Boris, elle rougit, etc. On sent qu'elle est voilà, il y a un petit truc qui se passe. Pourquoi cet angle-là on parlait justement avant des clichés, etc. Est-ce que là, c'est pas retomber dans le cliché d'apporter une vision aussi érotique d'un codeur justement qui code, même vous comparez à ça du fait que s'il ne le ferait pas, il serait en train de se masturber, regarder de la pornographie, des choses comme ça. Est-ce que c'est pas retomber un peu dans les clichés justement autour de l'image du codeur d'avoir cette vision-là? Alors moi, j'ai jamais vu beaucoup de choses qui parlaient de l'érotisme du codeur, hein. Je sais pas si C'est vous. dans votre livre, donc. Oui, mais justement, c'est pas un cliché. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup lu de choses comme ça. Quand on voit en général des codeurs, soit dans les séries, dans les films, etc., c'est en général très peu érotique. Je crois pas avoir fait allusion à de la pornographie ou à des codeurs qui se masturbaient.
Ah non, pas du tout. Ah si. Non, ce que je Vous en direz raconte, pas, non, s'il ce vous que je plaît. raconte, c'est pas ça. Je raconte l'adolescence du codeur qui commence à 12 ans et au sein de laquelle je fais des analogies. Mais je mets pas en scène des codeurs qui font ça du tout. Et les codeurs dont je parle ne regardent pas des films ou des vidéos pornographiques, jamais. Après, ce que je fais, c'est qu'en effet, la narratrice qui est à l'origine de cette histoire, elle regarde ce jeune homme d'une manière un peu troublante parce qu'il la trouble et qu'elle est elle-même gênée de son propre trouble et qu'elle fait partie de la génération de ses parents et que soudain elle regarde vers une jeunesse qu'elle ne devrait pas regarder comme ça. Donc ça commence par cet artefact qui est un artefact un peu romanesque, hein, dans la mesure où elle est surprise elle-même par la scène, par une forme de séduction que ça exerce sur elle, mais c'est aussi ce qui va déclencher le désir de savoir. Et ensuite de ça, il va y avoir tout le retour sur sa jeunesse, où là, elle évolue dans un monde de garçons qui n'aiment que les garçons, où donc elle est une fille un peu transparente et cet éveil à la sexualité dans un monde homosexuel est une chose très fondamentale en fait dans le livre. Et, ça va être ça la vrille du livre finalement. Mais et quand elle rencontre Enzo, il y a un peu le même genre de trouble qu'avec Boris au départ, c'est-à-dire que voilà, c'est un jeune garçon qui est assez séduisant, mais très vite la relation se transforme. La relation se transforme, elle retrouve des manières maternelles même, elle s'occupe de lui et en fait là encore, elle revient sur sa propre jeunesse avec un garçon qui lui fait penser, enfin qui fait penser à Enzo. Donc j'ai pas du tout voulu, alors je suis désolée si vous avez pris les choses comme ça, mais j'ai pas du tout voulu appuyer sur ce cliché d'une sexualité, comment dire, un peu brutale, un peu épaisse, un peu enfin, sans intérêt ou disons, oui, caricaturale. Au contraire, je joue avec l'érotisme pour m'approcher d'eux et pour essayer de percevoir autre chose d'eux, mais pour essayer de comprendre aussi ce que c'est que ce flow, alors que je compare à un orgasme, pas tout à fait, même si il y a quelque chose de ça, mais dont je ne peux pas ne pas penser qu'il n'y a pas quelque chose d'hormonal, puisque ça se passe à l'adolescence, et qu'un garçon à l'adolescence, c'est plein d'hormones, mais comme une fille d'ailleurs. Mais et donc, je parle à ce moment-là du plaisir, de la satisfaction et de ce que m'ont raconté aussi les codeurs, de ce que c'est ce rapport au plaisir et à la satisfaction qui est certes très intellectuel, mais qui ne peut pas être qu'intellectuel dans la mesure où il y a un corps pour recevoir tout ça. Donc, voilà, j'ai plutôt essayé de m'aventurer de ce côté-là et de ne pas m'en tenir à du YouPorn. Enfin, voilà, j'ai pas du tout parlé de ça, je crois pas. Du coup, j'avais une question par rapport à votre narratrice dans l'ouvrage, notamment sur la fin. Finalement, en fait, Python, c'est un peu une sorte de métaphore. Pour elle, j'ai la sensation pour elle, Python, c'était une sorte de retrouver sa jeunesse. J'ai l'impression qu'elle était assez obsédée dans son livre sur son âge. Elle y faisait souvent référence, notamment le côté elle avait l'âge d'être leur mère. Est-ce que finalement, vous n'aviez pas peur de tomber dans justement un côté un peu, c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui érotise des jeunes garçons. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans un côté un peu problématique? Ou est-ce qu'il y avait une envie de dénoncer quelque chose derrière tout ça finalement? C'est pas problématique d'avoir des fantasmes. En plus, il n'y a pas de. C'est purement imaginaire tout ça. Alors, ce qui m'intéressait dans Python, et vous le dites, c'est qu'en effet, il y a une charge symbolique qui va au-delà du langage. Je parle de films avec Marlon Brando, je parle de pouvoir érotique de ce personnage de Marlon Brando, de la veste de Python qu'il porte dans un film de Sidney Lumet que je vous engage à regarder. Voilà, donc tout ça est en effet une charge érotique. Comme dans les contes de fées, il y a des peaux d'animaux qu'on met sur le corps des filles et qui les protègent et à la fois les rend plus puissantes. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai joué avec tous ces symboles d'une manière pas tout à fait construite, c'est-à-dire que je ne pourrais pas vous dire qu'il y a une logique imparable qui s'applique à tout ça. Encore une fois, c'est un tableau qui procède par association. Donc, je passe un peu d'une idée à l'autre, d'une image à l'autre, mais il y a en effet l'idée que c'est une femme qui revient sur sa jeunesse, qui revient sur ce qu'elle a vécu au milieu des garçons pendant sa jeunesse, au milieu d'un garçon, enfin, aux côtés d'un garçon en particulier. Et c'est toute cette circulation, en fait, et de désirs, et de fantasmes, et de souvenirs qui se joue dans le livre et que je ne trouve pas problématique. Je pense que c'est le propre de la littérature de jouer avec tout ça.
Mais je ne sais pas quelle est la part de problématique. Enfin, ce que vous appelez problématique, ce serait quoi? Bah, je veux dire, une femme d'une cinquantaine d'années qui érotise des jeunes garçons, Quel est le qui problème? des fois ne sont pas mineurs, on peut se poser Comment? peut-être des questions. Bah, d'abord, ils sont majeurs. En plus, elle ne les touche pas, hein. Je veux dire, c'est uniquement imaginaire. Mais une fois, elle arrive justement dans une école où elle la visite et elle voit des jeunes garçons dans des dortoirs et elle est tout de suite fascinée par ce qu'elle voit Bah, en c'est des voyant. images. Vous interdisez tout imaginaire. Non, pas quand c'est une femme de 50 ans avec des jeunes garçons, non. Ça voudrait dire quoi? Ça, c'est ma vision à moi. Ah oui? Non, ben, je sais pas, il y a pas de délit en fait. Il n'y a pas de, il y a pas d'agression, il y a pas de. Et encore une fois, ce sont des hommes majeurs, ce ne sont pas des enfants. Donc, je crois que la littérature est là aussi pour parler de ces fantasmes et ne pas à chaque fois être dans l'obsession de la loi ou du droit ou je sais pas quoi. C'est pas le but de la littérature. On est ailleurs là. Et justement, quand j'ai fini le livre, je me posais la question et je me suis dit, finalement, on ne parle pas que de Python, dedans, même si le titre c'est Python, puisqu'on parle de tout le parcours de cette jeune femme, etc. Et donc, quand on lit la fin et tout le parcours avec ces personnages, la narratrice elle-même dit, bah, finalement, j'écris tout un mystère autour de Python, mais finalement, il n'y en avait peut-être pas. Donc, moi, je me posais la question en voyant la fin, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre ouvrage quel est le mot final? Ben, vous savez, c'est un livre de littérature, c'est-à-dire c'est pas un manuel sur Python, c'est pas un essai sur Python, pas du tout. Donc c'est un cheminement à l'intérieur d'un univers qui commence par du code, c'est-à-dire par cette interrogation intellectuelle ou cognitive, comment ça marche, la technologie, et qui ensuite se libère de ça en fait et va de personnage en personnage vers d'autres zones, vers d'autres univers et raconte un cheminement au sein du masculin, ce que c'est que le masculin, ce que c'est que être un garçon, ce que c'est que avoir ce rapport à la technologie, avoir ce rapport à la concentration, en tout cas vu par quelqu'un de mon âge et de mon sexe, c'est-à-dire une femme de plus de 50 ans. C'est une représentation que moi je me fais qui n'appartient qu'à moi, hein, qui est toute personnelle. Donc ce que vous pouvez en retenir, je ne sais pas, c'est votre sensibilité, ce qu'elle va attraper, ce qui va la choquer, ce qui va l'intéresser, c'est à vous de me dire, c'est pas à moi. Il n'y a pas de codeur dans la salle? Gabriel, question. Moi, je me permets une petite, enfin, c'est pas une remarque, mais un complément sur la fin de ça, je vous laisse en discuter, mais plutôt sur le pourcentage, parce que statistiquement, les codeurs, ou de manière plus large, c'est quand même un milieu très masculin, encore. Et notamment, je fais juste allusion à un travail qu'on mène, notamment chez Renaissance Numérique et au Conseil numérique, national numérique, vous l'avez sans doute fait aussi, du coup, sur le biais dans les algorithmes et le fait que bah, c'est encore souvent des hommes jeunes, blancs et d'un âge assez similaire au mien. Je me souviens d'un billet ou plus jeune, je ne sais pas, tu me regardais en disant ça sur l'âge, je sais que je viens de prendre En cas, en général. il y a très peu de temps, mais bon, quand même. Et un article de Clément Mabi qui avait écrit, mais il y a 10 ans dans Libération, sur les civic tech, en disant en fait les civic tech, donc des outils tout le monde acquiesce plutôt pour faire participer les citoyens à la vie démocratique d'une cité, et qui disait en fait c'est des outils faits par des blancs jeunes hommes pour des blancs jeunes hommes. Sur les algorithmes, c'est sans doute plus diffus dans la société, mais voilà, on travaille aussi sur la place des femmes, parce qu'il y a encore effectivement beaucoup à faire. Et pour un sociologue comme moi qui a évolué de nombreuses années dans les écoles d'ingénieurs, j'ai vu des plans de communication pour justement favoriser la place des femmes et le recrutement des femmes et des jeunes filles dans les écoles Mais ça d'ingénieurs. commence par cette histoire parce que ça commence Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais, ouais. au lycée avec l'orientation des filles qui C'est juste un complément à cette. ne Ouais, non, choisissent vous pas avez les entièrement filières raison. scientifiques, etc. Donc c'est très tôt que ça se passe parce qu'il y a cette désaffection des filles pour les sciences, pour les maths, cette peur de faire des maths au milieu des garçons, d'être moins bonne, etc. Qui en plus a été encouragée par une réforme malheureuse. Euh, donc en fait, ça commence à l'adolescence tout ça. Bonjour, on m'entend? Gabriel Hertley du Conseil national du numérique. On a beaucoup parlé de la figure de l'humain derrière le codeur, du geek, l'école 42. Et
qu'en est-il à l'heure de l'intelligence artificielle générative, notamment quand on sait que le métier de codeur est un des plus menacés et que la grande majorité des codeurs, peut-être, dont ils exercent leur métier, va disparaître. Notamment quand on parle, peut-être, vous avez parlé là de l'objet d'avenir qui est le code. Quelles sont vos réflections? Peut-être que le livre a été écrit un petit peu avant les IA, l'immersion des Mais IA il faut toujours génératives. des gens pour coder les IA génératives. Oui, mais Voilà. Donc en fait, il y aura une main-d'œuvre de codeur qui, elle, va être remplacée, je pense, par la machine parce que c'est, entre guillemets, du petit code. Et puis tout ce qui va être de l'ordre du code plus sophistiqué, de la créativité, etc. Ce sera, j'imagine, encore des hommes enfin des hommes et des femmes, on espère, pour un certain temps. Mais là-dessus, bon, évidemment, moi, je suis pas du tout experte, hein. D'après ce que j'ai compris, ce que peuvent faire pour l'instant les IA, c'est du petit code. C'est aider beaucoup les codeurs, leur épargner des lignes, etc., parce qu'elles existent déjà dans ces IA. Mais c'est comme dans toutes les activités humaines, en fait, la civilisation marche comme ça, c'est-à-dire que la base de nos activités, elle est faite par des machines, elle est automatisée, etc. Et plus ça va, et plus nous, on fait autre chose. Mais j'espère qu'il y aura encore des codeurs qui auront du travail. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'étais à 42, je me disais, mais la plupart de ces jeunes gens vont peut-être être au chômage d'ici quelques années à cause de ça, ouais, c'est vrai. ça va juste favoriser une élitisation du métier. Bah oui, sans doute, ça va créer de l'automatisation pour une part, donc il faudra se recycler et sans doute poursuivre ses qualifications. Mais là-dessus, je ne suis pas du tout experte, donc je ne sais pas. Mais j'ai entendu ça, en fait. J'ai entendu que le petit code serait fait par les machines, mais pas le grand code, entre guillemets. Et encore une fois, il faut les coder, les IA. Bonsoir. Moi, j'ai une question, peut-être dans la continuité de la fille parfaite et de Python. Qu'est-ce qu'on a perdu à séparer les savoirs et quelle est la valeur de l'intellectuel du XVIIe siècle qui conciliait science et littérature? Alors, je ne sais pas ce qu'on a perdu. En tout cas, moi, ce que je trouve qu'on a perdu, c'est-à-dire personnellement, je vis dans un monde où je côtoie des littéraires et des scientifiques. Ce que je constate, c'est que pour parler d'économie, pour parler justement d'IA, de sciences, d'informatique, etc., quand on parle avec des littéraires, en général, c'est très peu intéressant, c'est tout de suite cliché et c'est très peu renseigné en fait. Et donc, je désespère de ça et je me dis, mais pour une part, ils comprennent rien au monde et c'est dommage parce que ça les intéresse pas en fait de comprendre. Donc moi je dirais qu'on a perdu quand même en qualité de savoir du côté littéraire et pour ce qui est encore une fois de ma gouverne personnelle, ce qu'on perd c'est des objets en fait, c'est-à-dire que moi j'aime bien me nourrir d'objets scientifiques même si je comprends pas tout et je suis loin de comprendre tout, en général je comprends rien, mais c'est pas grave, quand même je regarde, j'écoute des émissions scientifiques et je trouve que c'est des inspirations parce qu'il y a des objets poétiques dans les mathématiques, dans la physique, toutes les représentations de l'espace, les représentations de courbes dans l'espace, enfin je vous dis n'importe quoi, mais je passe mon temps à écouter des émissions scientifiques, des podcasts, plus que littéraires, parce que ça me donne des idées, parce que c'est des objets que je ne connais pas, qui sont en général maniés par des gens qui ne sont pas comme moi. Et du coup, ça me donne envie de les manier moi aussi avec mes moyens à moi. Donc là, encore une fois, c'est une réponse tout à fait personnelle. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le rapprochement de ces deux mondes et de ces deux mondes de savoir, c'est justement les inspirations que ça peut engendrer. Mais par exemple, pour reparler de la fille parfaite et pour parler d'une expérience particulière, suite à la fille parfaite, j'ai rencontré une mathématicienne qui ressemble un peu à ma fille parfaite, sauf que heureusement pour elle, elle est beaucoup plus heureuse et elle ne se suicide pas. Mais c'est une mathématicienne de haut vol, etc. Et en rencontrant cette fille, en fait, à mon contact, elle a eu envie d'écrire sur son propre parcours de mathématicienne, ce qu'elle n'aurait pas fait, je pense, sans notre rencontre. Et je me dis, ça aussi, c'est un apport, c'est riche parce qu'elle va sans doute écrire un livre qui sera hyper intéressant parce qu'on apprendra à mieux comprendre ce que c'est qu'une femme dans les mathématiques parce qu'elle est très minoritaire, surtout au niveau où elle est.
Et pour elle, je pense que c'est l'occasion d'une réflexivité, d'une réflexion sur sa propre carrière qu'elle n'aurait pas eue sans ce livre. Donc, vous voyez, ça, c'est des petites choses, hein, ça ne révolutionne pas le monde, mais c'est des apports mutuels qui sont quand même super intéressants. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas être comme au XVIIe siècle parce que les savoirs ont augmenté énormément. Donc, on ne peut pas être à la fois un philosophe comme Descartes et un mathématicien comme Descartes. Les mathématiques sont hyper segmentées, elles sont hyper spécialisées. Un mathématicien dans un domaine ne va pas comprendre ce que fait le mathématicien d'à côté. Voilà, le savoir a tellement augmenté qu'il y a des spécialisations qui sont inévitables et que donc c'est très dur. Alors, de temps en temps, vous croisez quelqu'un qui en sait à peu près autant dans le domaine de la science que de la philosophie, par exemple, ou de la littérature. Mais c'est des individus très rares et qui ont, à mes yeux, beaucoup de valeur, d'ailleurs. D'autres questions? Je ne sais pas si Hubert, si vous vouliez. Eh ben, ah, si, quand même. Bonjour. Moi, je suis prof de socio, mais je suis aussi, j'étais auparavant prof d'informatique. Donc, j'ai fait ce chemin-là. Et en fait, alors je trouve très, très, très beau. Il y a plein de métaphores que vous avez faites que je trouve très jolies. J'aime bien votre petite fixation sur le elif là. J'avais jamais pensé même. En plus, le mot, je le trouve assez poétique parce que justement, c'est un mot qui n'existe pas. Alors, les autres mots en général du langage sont des mots d'anglais. Et la métaphore de la soute, je l'aime beaucoup. Mais bon, je rejoins plusieurs des critiques que les étudiantes là que je connais devant. En fait, on ne s'est pas concerté, mais sur le. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée d'encourager ce rapprochement, de dire, en fait, il y a les codeurs d'un côté, en fait, il y a les scientifiques d'un côté, les littéraires de l'autre, il y a les matheux, il y a et c'est dans la suite de cet autre livre que j'ai pas lu, La fille parfaite, et vraiment intéressante l'idée, la continuité. En même temps, vous dites, en fait, c'est dommage ces séparations, il faut aller, je suis allé à leur rencontre, etc. Et en même temps, je trouve que vous instrumentalisez exactement. En fait, vous ne faites que renforcer en disant là, il faut faire se rencontrer ces deux mondes, mais en le faisant, vous ne faites qu'insister sur le fait que oui, cette séparation, elle existe, oui, cette essentialisation qui est même. D'ailleurs, c'est des hommes qui codent, c'est des hommes qui font des maths. C'est une pensée très masculine. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est une pensée très masculine. Je n'ai pas dit que la pensée était masculine. La manière, si, la capacité de se concentrer comme ça, oui, c'est vraiment un truc. C'est pas de la pensée, c'est une attitude. La capacité à se concentrer comme ça, rester concentré. Et moi, je vous encourage, parce que vous allez écrire d'autres livres, et donc, je vous encourage à aller voir, effectivement, mais aussi à réfléchir à cette vision-là qui est... désolé, il y avait ici un collègue à moi qui est informaticien, et il m'a dit, écoute, ça m'agace trop, je m'en vais. Et en fait, on a diffusé à l'université, on a diffusé auprès de collègues l'annonce de cette séance-là, et on se dit, ce serait sympa qu'il y ait des informaticiens qui viennent. Et vraiment, je vous dis, en tant qu'informaticien, le synopsis, vraiment, on regarde et on dit, ok, ça va être encore le type à capuche, machin, la vision de l'informaticien. Et c'est dommage parce que justement, ça vient d'une démarche de dire, je vais aller voir. En fait, vous n'êtes pas allé assez. Je suis pas allée assez voir et en même temps, j'ai. Allez. Est-ce que je peux réagir en tant que lecteur? Effectivement, le pitch de départ,
il tient de ça. Mais en tout cas, dans ma lecture, si on prend le personnage final de Enzo, donc pour les littéraires, il se rapproche plus d'un personnage, effectivement, d'un Coltès ou d'autres types de personnages qu'on verrait dans la littérature ou dans le théâtre, et il est codeur. Et c'est quand même cette transition-là. Certes, on part de ce point de vue de départ du jeune à capuche, mais je trouve que dans la manière dont sont dessinés les personnages, à la fois féminins et masculins, on sort justement de ce cliché-là. Et à la fin, le roman vrille effectivement dans une sorte d'entrelacement entre le passé de la narratrice et son présent, où on sort, en tout cas de mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penseras, Hubert, mais où justement on arrive à sortir de ça. Mais Alors, c'est vrai, enfin, en effet, il y a cette trajectoire. Je ne sais pas si votre collègue a lu le livre jusqu'au bout, mais en effet, le personnage final du codeur, il n'a plus rien à voir avec le gars à capuche du cliché. En fait, il s'est nourri et enrichi de tout ce que la narration traverse, en fait. Il y a ça. Et puis, il y a d'un autre côté, moi, j'ai reçu beaucoup de courriers, en fait, de professeurs d'informatique, etc., qui m'ont dit, mais d'abord, il y en a qui me disaient, on guettait l'erreur, on n'a pas trouvé d'erreur, donc ils étaient contents. Et après, ils m'ont dit, mais vous mettez quand même en lumière un monde sur lequel on écrit très peu en littérature, en fait. Et donc, ils étaient plutôt assez contents. Et par exemple, Guido van Rossum, le créateur de Python, qui a lu mon livre grâce à Google Translate, hein, était super content. Il m'a dit qu'il était au bord des larmes. Bon, après, j'imagine qu'il y a autant d'informaticiens, autant de sons de cloche. Mais moi, j'ai le sentiment que si, en effet, je pars de cette figure initiale et cliché qui, d'abord, existe quand même un peu, il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas, dans les imaginaires, je parle avec mon imaginaire, avec les représentations Il y a aussi des habituelles. femmes blondes qui sont bêtes, c'est sûr. Bah non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même eu une peuplade de jeunes geeks qui étaient comme ça. Alors, Oui, mais en fait, l'époque évolue, mais votre rôle social d'écrivaine, ouais. c'est un peu aussi, surtout si vous voulez essayer de faire se rencontrer, c'est aussi, De dépasser les clichés. c'est aussi, ouais, bon, Ouais, ouais. Bah, oui, j'espère non, le faire dans mon livre, parce que Video mais for j'en pars Education, quand c'est même. vraiment pas, Ouais. enfin, c'est vraiment pas l'informaticien. Enfin, venez à la fac, venez voir des L1, des L2 d'informatique. Là, je suis pas allée à l'université. Allez voir des Ouais. informaticiens médiocres. Et ça, je vous assure qu'il y en a plein. Et qui se font déconcentrer très facilement avant de pouvoir retourner dans leur programme qui va marchoter. Pour Alors tout le monde, moi, d'ailleurs. mon défaut, c'était d'être allée à l'école de code, en fait. J'ai fait que des écoles de code où là, peut-être qu'ils étaient en train de regarder les programmes du cinéma, j'en sais rien, hein. Mais j'avais quand même l'impression qu'ils étaient rivés à leurs écrans. Et en tout cas, moi, même si c'est pas vrai, j'avais envie de travailler sur cette image-là. Donc, vous ne pouvez pas me faire le reproche d'avoir une imagerie qui, en effet, est traversée par les clichés, par le cinéma, par les séries, par tout ce que vous voulez. Mais je pars de ça parce que c'est avec ça que j'ai découvert les codeurs, en fait. Et après, évidemment, si j'en étais restée là, je vous donnerais 100% raison. Mais j'espère ne pas en être restée complètement là.